Bonjour et bienvenue dans l'Avant-Garde. C'est Nicolas, le cofondateur de Pongo. Et aujourd'hui, je suis avec Yaël Prête, responsable marketing chez Plantes pour tous. Ça va être hyper intéressant aujourd'hui parce qu'on va parler un peu des coulisses du marketing chez Plantes pour tous. Et il y a plein de choses à dire. Ça va être très, très intéressant. Mais avant tout, Yaël, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es et quel est ton parcours. Ok, tout simplement bonjour. Merci de m'accueillir ici. Donc moi je suis Yaël et donc je gère aujourd'hui la communication et marketing chez Plantes pour tous, mais j'ai pas été prédestinée à une carrière dans la communication puisque j'ai un master en finance. Voilà, je suis allée jusqu'au master et puis arrivé au master, je me suis dit non, c'est pas fait pour moi. Donc je suis partie aux États-Unis pendant 2 ans en tant que fille au pair et je pense que ça m'a vraiment changée. Et en rentrant en France, eh bien, je me suis dit, allez Yael, tu vas te lancer dans la conception de voyages personnalisés. J'ai repris mes études dans la communication et j'ai terminé dans une agence relations presse en alternance qui m'a ensuite gardée. Je me suis fait un petit peu mes armes là-bas. Et puis, ça fait aujourd'hui 1 an et demi que je suis chez Plantes pour tous et que je m'épanouis très bien. Et comment finalement t'es arrivé à Comment connaître Julien Alors, moi, je suis arrivée chez Plantes pour tous donc en janvier 2022 et eh bien, je connaissais déjà Plantes pour tous, puisque mes plantes viennent de chez Plantes pour tous, comme beaucoup de Parisiens, je pense. Pas mal. Et tout simplement, j'étais en recherche de nouvelles aventures. Je suis tombée sur l'offre et je me dis: «Voilà, je peux pas la laisser passer, trop bien et tout, Plantes pour tous, c'est trop cool». Et donc ça a été un beau et long processus, mais on est arrivé donc c'est une construction, c'était enfin un poste qui a été créé, et puis, du coup, je les accompagne sur plein de thématiques et c'est hyper chouette. On a une belle petite équipe et puis je pense que ça roule pas mal. Ça roule plutôt même très très bien. Et justement, on va parler de tout ce que toutes les missions que tu as chez Plantes pour tous. Juste avant qu'on en parle, est-ce que tu peux présenter un peu Plantes pour tous à ceux qui ne connaissent pas la marque pour qu'on mette un peu de contexte? Absolument, avec grand plaisir. Donc Plantes pour tous, ça a été fondé en 2017 par Julien Morelli et Léo Simala, qui sont des copains d'école, architectes paysagistes de formation, passionnés de plantes, et qui sont partis d'un constat très simple en arrivant sur Paris, puisqu'ils sont de la région parisienne. En fait, ils se sont rendus compte que les plantes, elles étaient pas, il n'y avait pas beaucoup de choix en plein cœur de Paris, qu'elles étaient souvent très très chères et que les jardineries qu'on connaît sont en périphérie de ville, donc pas très pratiques pour les personnes qui ne sont pas véhiculées. Donc ils ont lancé le fameux concept de grande vente de plantes. Donc ils sont partis un petit peu avec leur sac à dos faire le tour de France pour voir un petit peu comment ça fonctionnait ailleurs que Paris. Et en fait, ils ont pisté une très très grosse demande dans les plus grandes villes de France. Donc ça a commencé par Bordeaux, par Nantes, Lille, Toulouse. Et aujourd'hui, on est dans toute la France entière, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, le UK, l'Autriche. Enfin, on est un peu partout, on envahit en fait, on envahit l'Europe. Non, non, c'est très très chouette. Et donc les grandes ventes, ça a été un peu les prémices de Plantes pour tous. C'est comme ça que je pense la plupart de nos plant lovers, c'est comme ça qu'on les appelle, nous ont connus. Et donc là aujourd'hui, on a 2 jardineries sur Paris, puisqu'on a la première dans le 10e République, qui a ouvert en 2020. À peine un mois avant le Covid, on a eu le nez très très fin, et une à Lyon. Et puis là, on vient d'ouvrir du coup une nouvelle jardinerie à Bastille. Et de belles choses arrivent encore, donc il faut rester connecté, nous suivre. Très belle jardinerie d'ailleurs que j'ai eu l'occasion de voir à Bastille, qui est magnifique. Et c'est assez passionnant ce parcours qu'il y a eu sur Plantes pour tous, déjà avec ce côté hyper atypique de commencer par des ventes éphémères, Mm. qui d'ailleurs aussi encore aujourd'hui un truc qui drive énormément Oui, oui. de business à Plantes pour tous. Mais ce côté hyper aussi intéressant de finalement commencer par le monde physique, quand plein de marques commencent par le online, et vous d'avoir du coup un business qui repose sur le offline. On verra quels impacts ça a, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, toi, quel est ton rôle un peu chez Plantes pour tous? Et tu vois, après, on verra aussi un peu
Et tu peux en parler, comment sont constituées tes équipes et quels sont vos enjeux? Alors moi, je suis un peu multitâche. Chez Plantes pour tous, on est une petite équipe de 4 personnes pour la France. Donc moi, je gère principalement donc, tout ce qui est sponsor sur les réseaux sociaux. On en parlera plus tard, il y a beaucoup de choses à dire. Les relations presse, l'influence, les partenariats. Je vais gérer aussi tout ce qui est merch, donc tout ce qu'on va retrouver pour mettre en avant la marque, voilà, nos messages sur les points de vente, donc jardinerie, grande vente de plantes. Je vais aider aussi les filles quand il y a besoin sur la création de contenu, des visuels. Et puis, donc, comme je disais, je manage du coup une équipe de 3 personnes aujourd'hui. Donc, il y a 2 chargées de communication, Alice et Caroline, qui sont donc sur nos réseaux sociaux. Je suis sûre que si je cite leurs prénoms, les gens arrivent un petit peu à situer. Et on a une alternante aujourd'hui qui nous aide énormément aussi. Et puis, il y a également Sharonda, donc, qui gère, elle, la communication en Allemagne, qui déploie ce qu'on fait en France, mais en Allemagne. Aujourd'hui, en Allemagne, on n'a pas encore de jardinerie. On est essentiellement sur les grandes ventes. Mais c'est comme ça qu'on a commencé en France. Donc voilà, on teste ailleurs et puis on verra ce que ça nous réserve. Trop bien. Et au niveau de vos enjeux, j'imagine que dans vos enjeux, c'est de remplir un maximum vos ventes éphémères, de vous faire connaître. Si tu peux préciser quels sont toi, tes enjeux au quotidien aujourd'hui, et peut-être à la limite, tes enjeux depuis que tu es arrivé chez Plantes pour tous, c'est peut-être les enjeux qui arrivent petit à petit, qui sont peut-être un peu nouveaux. Il y en a pas mal, des enjeux. Je dirais le tout premier qui est le plus important, donc c'est de faire grandir Plantes pour tous, la marque, la notoriété. Donc ça va être de remplir nos événements. Nous, aujourd'hui, notre communication elle est 100% digitale. On a également les relations presse on donne quelques petites interviews, on est repris dans certains médias, mais c'est vrai que l'essentiel, ça repose du coup sur le digital. Donc ça va être de trouver des manières de mettre en avant ces événements, de constamment se renouveler, puisqu'on a une rotation qui est sur certaines villes où on revient très fréquemment en fait. Donc il faut arriver à jongler en fait avec tous ces contenus, puisque toi Nicolas, si tu viens à une vente à Paris et que 2 semaines après on a une nouvelle, il faut que tu ne vois pas le même visuel, sinon ça va pas forcément te motiver pour revenir. Donc voilà, il y a une constante gymnastique à avoir. Donc ça va être un gros challenge, d'autant plus qu'on est dépendant de l'algorithme de Facebook et ça, c'est pas tous les jours facile. Après, ça va être de travailler sur tout le storytelling de Plantes pour tous. Mettre en avant Léo et Julien qui ont une très très belle histoire. Ce sont vraiment 2 gros passionnés de plantes et l'histoire est quand même assez folle. Donc voilà, c'est de travailler toute cette histoire-là. Après, ça va être également de trouver des marques avec qui collaborer, qui partagent le même ADN que nous. L'influence, c'est pareil. L'influence, on en reviendra aussi dessus, mais c'est assez compliqué l'influence parce que de calculer la rentabilité d'une campagne influence, c'est très très compliqué. Donc nous, aujourd'hui, notre plus grosse enveloppe budgétaire, ça va être les sponsors sur les réseaux sociaux. Et on aimerait pouvoir arriver à trouver d'autres combinaisons pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et je crois que ça va être l'un des plus gros challenges. Et puis après, évidemment, il y a les jardineries également qui doivent être mis en lumière, puisqu'aujourd'hui, on a des nouveaux univers dans nos jardineries. Donc toi, tu as découvert du coup à Bastille. Jusqu'à maintenant, donc, c'était évidemment nos plantes qui sont catégorisées selon leur typologie, ce qui est un peu notre marque de fabrique chez Plantes pour tous. Donc un débutant qui arrive dans notre jardinerie qui n'a pas du tout la main verte, il n'aura pas de souci pour trouver sa plante puisqu'on a tout catégorisé, on a tout prévu pour. Donc c'est vraiment hyper bien pensé. Et aujourd'hui, voilà, c'est mettre en lumière ces différents univers, aller trouver des personnes qui ne nous connaissent pas encore et leur expliquer que voilà, nous, on est là pour mettre un peu de vert dans leur vie, quoi. Trop bien et trop de beaux sujets. Du coup, je te propose qu'on les passe un peu en revue. Tu parlais de sponsor et de la volonté aussi de diversifier les canaux d'acquisition. Tu as parlé de co-marketing un petit peu. Tu as parlé d'influence. Tu parles aussi maintenant du coup de ces points de vente physiques où il y a encore d'autres enjeux. Je te propose qu'on les passe un peu en revue et qu'on commence du coup par la sponsor parce que vous avez aussi un truc qui est atypique, c'est qu'au-delà de faire de l'acquisition de manière régulière, vous avez à chaque fois des dates butoirs qui sont vos ventes d'événements, ce qui doit du coup vous mettre à chaque fois une charge folle et une pression folle pour remplir. Comment ça se passe ça? Comment ça se traduit? Comment vous travaillez aujourd'hui pour réussir
grâce à la sponsor, remplir vos ventes. Nos événements, oui. Alors oui, on a des dates butoirs. Donc nous, nos événements, on communique à un mois avant le début de l'événement. Ensuite, on a le sponsor qui prend le relais. Et en fait, on a besoin en fait, d'optimiser un maximum nos événements, puisqu'on met beaucoup d'efforts sur la lutte contre le gaspillage. Donc c'est vrai que il y a encore une dimension qui rentre dans l'équation, puisqu'on suit donc les chiffres quotidiennement sur les inscriptions. Quand on voit que ça peine un peu, on essaie de voir donc, avec notre agence avec qui on travaille et qui nous aide sur la mise en place des campagnes. Donc on a des budgets qui sont alloués, mais suivant la ville, c'est pas du tout la même typologie. C'est très compliqué parfois de saisir comment la campagne dans une ville comme Bordeaux ou Toulouse ou Caen ou Le Havre, qui ne fonctionne pas du tout pareil, va fonctionner, comment il faut un petit peu réajuster les tuyaux pour que ça fonctionne. Donc il y a vraiment une gymnastique quotidienne à avoir un œil sur tout, puisqu'on a entre 3 à 6 événements par week-end, donc ça fait quand même pas mal. Et on a constamment 3 campagnes qui tournent en continu. 3 campagnes, quand je dis 3 campagnes, c'est 4 à 6 événements par week-end, mais sur 3 semaines d'affilée. Donc ça fait pas mal de choses à surveiller quotidiennement. Donc oui, on a une date butoir un petit peu, et puis il faut aussi qu'on soit faut qu'on soit rentable entre guillemets, puisque on va de ville en ville, ça nous coûte de l'argent d'aller dans les différentes villes, donc il faut arriver à rentabiliser tout ça, et c'est compliqué à trouver Le juste équilibre. c'est très compliqué, mais on y arrive. J'imagine, et ça, c'est vrai que c'est fou, on ne réalise pas, mais en fait, vous, ça vous oblige à faire de l'ads local, mais ça voudrait dire même que si, effectivement, ces cibles-là sont différentes, ça vous oblige en plus à faire potentiellement des ads différentes en fonction de la zone géographique et d'itérer autour de chaque zone. Ça veut dire, du coup, je sais pas, si Caen ne marche pas, il faut réfléchir à comment faire pour changer la prochaine fois et pour que Caen ça marche mieux, mais en même temps, Marseille, ça a bien marché, on garde le même message, et Bordeaux, pas trop. Enfin bref, du coup, ça doit être une itération folle, permanente. C'est une gymnastique assez folle, donc on commence à être souple au final. Mais oui, c'est assez fou, mais c'est très très challengeant, parce qu'on apprend plein de choses en fait. On apprend plein de choses, et d'une campagne à une autre, d'un mois à un autre, c'est jamais la même finalité, et c'est super chouette. Mais oui, en effet, quand tu vas, nos événements sur Paris et nos événements à Caen, gardons le même exemple, c'est pas la même typologie de personnes. T'as les gens qui habitent à Caen potentiellement peuvent venir d'un peu plus loin, donc tu as aussi l'histoire de ciblage qui est différente. Donc il faut garder tous ces paramètres en tête, et puis quand on voit que ça marche pas trop, ok, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc oui, c'est assez sport, mais c'est hyper intéressant, parce que au final on apprend, je pense, ouais, non, quotidiennement au final, parce que l'algorithme aussi est changeant de Facebook. Surtout ces dernières années, ça a été assez compliqué, et ça nous a pas mal impacté, puisqu'il faut rebondir très très rapidement, puisqu'au final, étant donné que ce sont des événements et que, comme tu dis, on a une date butoir, on n'a pas le choix que de réussir, quoi. Ah, c'est fou. C'est assez fou, et il y a aussi un truc qui doit être un enjeu fort, c'est du coup, je suis venu une fois à Bordeaux, ou je suis venu une fois à Caen. Enfin, en tout cas, Plante pour tous est venu une fois à Bordeaux, Plante pour tous est venu une fois à Caen. Comment je fais pour que les gens qui sont venus une première fois reviennent une deuxième fois? Comment vous arrivez aussi à traiter ce sujet de réussir à rester en contact et faire revenir les gens à la prochaine fois que vous venez dans une ville, au-delà des ads que vous faites? Alors, on est ultra présent du coup sur les réseaux sociaux. Les filles, elles font un travail super au niveau de la création de contenu. On essaye en fait, quand toi tu vas sur une vente, on essaye vraiment de t'accompagner donc sur l'achat de ta plante, ensuite t'accompagner sur l'entretien de ta plante. Quand tu rencontres des soucis, voilà, on essaie de t'apporter des solutions, des astuces. Ça va être aussi des news. Donc on a une newsletter donc toutes les semaines qui part. Donc on garde le fil avec ces personnes-là. En fait, on est présent un peu sur toutes les plateformes. Donc je pense que ça nous aide aussi à garder le lien, et on essaye de multiplier un petit peu toutes les facettes en fait de communication, de se dédoubler un petit peu, quoi. Et est-ce que vous essayez de collecter de la donnée lors de ces ventes pour ensuite parler avec les clients une fois que vous revenez Ouais. dans la ville? Oui, ouais, tout à fait. Donc nous, quand toi, tu réserves un billet sur Eventbrite, donc on passe par une plateforme événementielle, tout simplement pour pouvoir optimiser derrière notre sélection de plantes, parce qu'encore une fois, le gaspillage, c'est hyper
on y fait très, très, très attention. Donc, on optimise un maximum. Et dans ce formulaire donc, de réservation de créneaux, on te propose en fait de nous rejoindre pour la newsletter, donc oui ou non, de nous rejoindre pour les SMS, puisqu'on a pas mal de campagnes SMS aussi qui sont lancées. Et moi, en fait, j'exporte tous les lundis à l'issue de l'événement toutes ces données et je les trie, je les range, je les mets dans les bons fichiers, dans les bons outils, etc. Et ils rejoignent donc notre base newsletter, notre base de campagne SMS. Et ensuite, ça mouline et on en fait des belles choses. Mais en même temps, c'est ça qui est assez intéressant et smart avec Plante pour tous, c'est que j'imagine que l'inscription sur Eventbrite a été faite d'abord pour réguler le flux, pour pas qu'il y ait trop de monde en même temps. Et par contre, ça vous apporte un truc aussi qui est intéressant, c'est que par définition, en faisant ce système d'inscription, vous avez un point de contact avec pratiquement tout le monde qui vient. Et ça, c'est assez fort. Carrément. Et oui, c'est vrai, tu as vu juste, on a mis ce système de créneaux en place pendant le Covid pour justement réguler les venues, que ce soit pas trop saturé, parce que les débuts de Plante pour tous ont été exceptionnels. Moi, j'étais pas encore arrivée chez Plante pour tous, mais on m'a raconté vraiment des anecdotes folles où les ventes duraient quelques heures parce que tout était dévalisé, il y avait des heures et des heures de queue. Donc, ils ont mis en place ce système de réservation de créneaux pour fluidifier un petit peu les passages et ça fonctionne plutôt pas mal. Et au final, on l'a gardé après la crise du Covid puisque ça nous a permis aussi d'optimiser, comme je te disais, la sélection par la suite. Donc, ça nous permet, nous, de pouvoir aussi voir le nombre de personnes qui viennent, tout simplement, de mois en mois, de ville en ville, selon les périodes, etc. Ça nous permet de constituer en fait une base de data qu'on peut exploiter par la suite pour revoir une stratégie ou mettre plein d'autres choses en place. Donc, on a cette collecte de données hyper importante et donc on a sur Eventbrite la possibilité d'envoyer des emails aux personnes qui ont acheté donc leur ticket. Et à l'issue de la vente, nous, on envoie un sondage pour savoir comment s'est passée la vente, s'ils ont été satisfaits, s'ils n'ont pas été, pourquoi. Et on collecte encore des datas. On leur redemande encore une fois s'ils veulent suivre les nouveautés de Plante pour tous et s'ils veulent également rejoindre notre canal pour les SMS, les petites surprises, etc. Donc, hyper chouette. Bien huilé quand même, toute cette machinerie. On essaye. Et d'ailleurs, une question qui me vient, c'est que tu parlais tout à l'heure du fait que vous avez 2 jardineries qui ont ouvert, dont une récemment à Bastille. Est-ce que, du coup, le fait que certaines ventes éphémères dans certaines régions marchent mieux que d'autres impacte le choix d'implantation de points de vente que vous faites ? Alors forcément, Paris, c'est un peu le berceau, c'est un peu la capsule entre guillemets de Plante pour tous, mais on réfléchit forcément à aller dans nos villes historiques comme Bordeaux, Toulouse, etc. Mais c'est dur, c'est long. Enfin, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est très long de trouver le bon local, le bon emplacement, etc. Donc oui, on s'est constitué une belle communauté, une belle clientèle dans chacune des villes puisqu'on est quand même attendu. Suivant les périodes, etc. Donc ça, c'est très cool. Et forcément, oui, ça nous pousse à voir plus loin et à jauger justement la pertinence et l'importance de s'installer dans une ville. C'est un bon test, en fait. C'est un bon, j'allais dire crash test. C'est pas forcément le mot crash test, mais ça nous permet de jauger, en fait, les besoins dans toutes ces villes, en fait. Donc, comme tu dis, on prend un peu c'est pas un problème, mais la chose à l'envers, puisqu'on teste, c'est du test and learn, en fait, tout simplement. Ouais, et c'est 2 choses que vraiment je trouve hyper intéressantes. C'est effectivement ce côté test and learn où finalement la vente éphémère, on pourrait dire, même si c'est vraiment pas que ça, mais ça peut être un moyen de jauger différentes zones géographiques, différentes typologies de clients et de pouvoir ensuite avoir une stratégie d'implantation qui est liée à ça. Mais aussi, ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que vous êtes une marque du physique, du offline. Il y a un vrai sujet d'avoir de la data et finalement vous arrivez plutôt bien du coup, à avoir ces datas là et donc c'est aussi la remontée de cette data et la manière dont vous l'utilisez qui vous permet après de choisir ces implantations. Donc vraiment intéressant. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, continuons sur cette logique d'implantation physique, parce que moi je trouve que ça qui est intéressant avec Plante pour tous, c'est que c'est, contrairement à beaucoup de marques aujourd'hui, c'est une marque qui vient du physique et qui est toujours dans le physique, très bien ancrée, encore plus ancrée, de plus en plus ancrée dans le physique. De la même manière que vous collectez de la donnée lorsqu'il y a des gens qui s'inscrivent à vos ventes, comment vous faites
quand du coup vous ouvrez des jardineries et dans ce cas-là, tout le monde peut rentrer et il n'y a pas de système d'inscription. Là, à ce moment-là, comment vous faites pour régler cet angle mort? Eh bah, pour régler cet angle mort, c'est tout simple. On a trouvé un partenaire du feu de Dieu, avec qui donc, on travaille sur différents aspects. Donc, on parle de Pongo évidemment, avec les campagnes SMS. Donc, on a ces petites tablettes qui sont disposées à la caisse où on demande systématiquement s'ils veulent rejoindre donc, notre système de fidélité. Voilà, ils ont des petites surprises dès qu'ils atteignent certains paliers. Il y a aussi donc, le jeu de la roue de la fortune qui est franchement un carton plein puisque ça permet de collecter encore une fois de la data tout en s'amusant et en leur apportant au final quelque chose de chouette à la clé. Donc c'est plutôt cool. Et puis après, on va faire, il est déjà arrivé de faire de la collecte de data un peu, j'allais dire, random de temps en temps pour savoir de quel arrondissement ils venaient, comment ils sont venus. Donc on passe beaucoup encore par l'humain, entre guillemets. Donc on passe par notre staff, on leur demande voilà, d'aller directement au contact des clients pour faire un petit sondage, un petit échantillonnage des clients et de savoir d'où ils viennent, comment ils viennent et toutes ces questions-là. Donc on allie à la fois donc, les outils donc, technologiques pour pouvoir collecter, mais l'humain reste encore très important en fait pour collecter certaines informations. Mais on essaie encore de s'améliorer puisqu'il y a tellement de choses qu'on peut encore capter comme information pour pouvoir avancer encore plus loin, quoi. Ouais, et parce que je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, du coup, Plante pour tous est client de Pongo depuis, je crois, bientôt 1 an. Oui. Et effectivement, Pongo s'est lancé de donner la possibilité, notamment aux marques sur le physique, qui ont des implantations physiques, de pouvoir facilement et de manière ludique collecter de la donnée. Donc voilà, par toute transparence, du coup, je dis ça. Mais pour finir sur cette partie, du coup, acquisition et pour remplir les ventes éphémères ou les points de vente physiques, finalement, ce que je trouve assez admirable dans ce que vous faites au marketing chez Plante pour tous, c'est que quand je suis une marque du online, je commande en ligne. La marque, elle a de la data sur la personne, elle peut mettre en place des workflow marketing. Quand je commande dans un point de vente physique, c'est pas aussi simple. Non. Et ce qui est assez remarquable dans ce que vous faites au marketing de Plante pour tous, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas laissé abattre. Et du coup, vous avez mis en place tous les moyens d'aller chercher de la data sur le monde physique, ce qui est vraiment pas évident. Et en plus, en alliant, et tu en parlais, ce que je trouve très bien, l'utilisation d'outils, mais aussi du coup dans la manière dont vous staffez les gens en magasin, dans la manière dont vous formez les gens en magasin, vous en faites aussi des gens qui sondent les clients pour itérer sur l'expérience qu'ils vivent. Donc il y a vraiment un truc que je trouve vraiment chouette. Vous avez réussi à reproduire sur le physique des choses qui se font, qui sont faciles sur l'online, mais pas du tout faciles sur le physique, quoi. C'est ça, il faut arriver à trouver des petits stratagèmes, entre guillemets, puisque la data est hyper importante au final pour pouvoir s'améliorer déjà dans un premier temps et proposer en fait une expérience client toujours meilleure. Ouais. Donc j'entends dans ma petite tête la voix de Léo et Julien qui disent l'année 2023 c'est l'année de la data. Donc ouais, non, c'est hyper important et on essaye en tout cas de trouver des solutions, des astuces pour être encore meilleur. Ouais. Ouais, et parce que la data, c'est aussi pouvoir ne plus être totalement dépendant de Meta et de la sponsor pour pouvoir faire de la communication directe avec ses clients. Donc Oui. c'est hyper cool. Avant de parler de co-marketing, d'influence, je voulais aussi revenir un petit peu sur... on dit que vous collectez de la donnée du coup sur ces différents touchpoints. Comment vous communiquez justement directement avec vos clients? Tu me parlais d'une newsletter, de campagne SMS. Si tu peux détailler un petit peu les manières que vous avez justement de communiquer avec vos clients. Alors oui, on a une newsletter qui part tous les lundis soirs, donc à l'ensemble de notre base, où on va, c'est très simple, hein, on a 2 sujets dans cette newsletter où tu vas avoir un sujet plus conseil, entretien des plantes, ou si on a des big news dans nos jardineries, voilà, on va communiquer dessus. Et tu vas avoir après des petites activités
activités DIY ou des choses un peu cool, en fait, au final, à donner à nos plant lovers. Et puis après, tu as toutes les informations donc, des ventes à venir. Tu as aussi donc, les campagnes SMS, tout à fait, qu'on envoie donc, avant nos événements. Ce week-end, par exemple, on a des ventes à Dijon, au Kremlin et Paris 14. Et donc, moi, j'ai programmé des campagnes SMS pour leur dire coucou, on revient, on vous attend quoi. Donc ça, c'est cool, ça marche plutôt pas mal. Et puis, on a aussi des campagnes du coup dans les jardineries où là, on va donc un peu plus espacé, on va être une fois par mois où là, on va communiquer sur pareil, s'il y a des big news, un arrivage de plantes rares ou des choses assez exceptionnelles, tout de suite, on a cette possibilité d'aller directement. En fait, c'est ça qui est intéressant avec les campagnes SMS, c'est que tu as le contact direct, tout le monde a son téléphone sur soi, tout le monde, voilà, c'est hyper sympa. On communique énormément par les réseaux sociaux. On reçoit beaucoup, beaucoup de messages quotidiennement sur des demandes d'entretien de plantes, des conseils. Est-ce que vous avez telle et telle chose dans vos jardineries donc voilà, on a un contact très facile, j'ai envie de dire très direct avec notre communauté. Et puis après, donc ça va être à travers d'autres marques ou oui, des campagnes influence, mais ça, on y reviendra après. Mais essentiellement, ça va être les réseaux sociaux où on est très, très, très réactif. Et puis la newsletter et les campagnes SMS, oui, évidemment. Et parce que du coup, il faut le préciser, ça c'est vraiment un truc qui est très intéressant chez Plantes pour tous, c'est que cette newsletter et tout le contenu que vous faites, c'est plein de contenu autour de l'univers Oui. d'acheter ces plantes. Et d'ailleurs, je vous laisserai aller voir le point de vente à Bastille. C'est le parfait exemple de ça. C'est que vous faites de l'expérience en magasin, mais même de l'expérience plante pour tous, parce que c'est aussi sur vos sites, sur votre site web, sur vos réseaux, plus que juste est venu acheter une plante. Ouais, C'est vraiment, il y a plein de contenus. Vous pouvez rempoter votre plante à Bastille. Vous avez tout un tas de contenus qui sont faits pour vous accompagner dans la vente de plantes. Et ça, c'est un truc que je trouve assez chouette, que j'imagine tu pousses beaucoup à réussir à créer bien plus qu'on vend des plantes. C'est ça. En fait, Plantes pour tous, c'est déjà l'accessibilité des plantes par des prix vraiment fous. Et garder justement ce lien, puisque en règle générale, on a beaucoup une communauté de débutants. Alors évidemment, tu as aussi des experts et des personnes un peu plus expérimentées. Mais je pense que l'essence même de Plantes pour tous, c'est justement accompagner ces gens vers des personnes qui sont un peu plus expérimentées. Et finalement, les plantes, c'est pas si simple, puisque ça reste des êtres vivants. Donc, il faut la comprendre, il faut les apprivoiser. Je vois la belle Monstera, là, elle est très jolie. Mais oui, donc du coup, en fait, oui, c'est un accompagnement. C'est des petits reminders quand il commence à faire chaud. Hop, des petites astuces pour pas que vos plantes dépérissent ou fassent un petit peu la tronche. Quand c'est l'hiver, pareil, tu as plein d'astuces avec le chauffage. Ou quand tu es en vacances, tu as envie d'avoir une activité manuelle, on va te donner des petites astuces. Donc, je trouve que nos newsletters sont plutôt bien ficelés parce qu'il y a un peu de tout. Si le premier sujet ne t'intéresse pas, le deuxième certainement t'intéressera plus. Donc on essaye vraiment d'être accessible à tous en fait. Finalement, Plante pour tous, c'est ça, c'est être accessible à tous. Donc de la personne débutante à expérimenter, la personne jeune, moins jeune. Enfin vraiment, c'est pour tout le monde quoi. Ouais, carrément, accessible à tous et vulgarisé aussi. Ouais. Faire preuve de pédagogie pour faciliter je dirais, l'accès aux plantes. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Et c'est un truc d'ailleurs qu'on peut revoir sur plein de marques. C'est-à-dire que tous ces contenus qui sont donnés un peu, je dirais, gratuitement, qui sont offerts aux prospects, aux clients, c'est comme quand Horace propose des diagnostics visage pour justement essayer de vulgariser un peu aux hommes qui ne sont pas habitués à ça, quelle bonne crème choisir. Il y a tout ce truc, et vous avez été... très tôt, vous avez mis en place ça et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Puis c'est vrai qu'on se veut être très proche en fait au final de notre communauté. On a une manière de communiquer avec eux qui est très propre à nous. On tutoie déjà, donc pour nous le tutoiement c'est vraiment la proximité ultime. On va avoir, on a beaucoup d'autodérision aussi, donc on aime bien rigoler chez Plantes pour tous. Donc nos contenus en règle générale sont plutôt assez fun, ouverts. Voilà, on ne s'ennuie pas. Et on a donc relancé il n'y a pas très très longtemps une série de Allo Docteur où on a une de nos collègues du coup qui nous donne ces petites astuces quand sa plante va mal, voilà, les étapes à suivre pour
soigner sa plante. Et c'est vrai que ça a cartonné dès le début, parce qu'on recevait beaucoup de messages de «Allô docteur, j'ai ma plante qui va pas bien, qu'est-ce que je dois faire?» Donc c'est plutôt cool en fait. Au final, on a vraiment des interactions sur tous les aspects, tous les sujets en fait avec notre communauté. Et c'est hyper chouette, parce que la botanique, au final, c'est très large. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de choses à dire. Et suivant les villes, encore une fois, je pense les habitants de Paris n'ont pas la même Perception, ouais. ouais, perception des plantes, la même, la même, j'allais dire utilité, c'est pas tellement une utilité, mais déjà d'espace. À Paris, Ouais, on j'allais dire manque la même cruellement place. d'espace, Ouais. mon Dieu. Donc voilà, on a de ville en ville, on n'a pas la même typologie de communauté, et ça, c'est vraiment trop chouette, en fait. Ils se complètent tous, on est tous complémentaires, c'est beau. C'est beau, effectivement. Parlons d'un truc aussi dont on parle assez peu. Moi, je trouve ça souvent un peu sous-coté ou sous-utilisé dans le marketing, et vous le faites assez bien. C'est le co-marketing. Le fait du coup de collaborer avec d'autres marques, j'imagine, dont l'ADN est assez similaire. Comment ça se passe chez Plante pour tous? Est-ce que vous avez déjà fait des opérations de co-marketing? Enfin, oui, je sais que vous avez déjà fait On des a opérations déjà de co-marketing, mais Ouais. quelles étaient ces opérations et comment ça s'est passé? Quels ont été les résultats de ces opérations? Alors, la toute première qu'on a faite, c'était avec Le Bon Coin, juste avant Noël, où on avait une vente. Ils nous ont proposé de participer à une vente un peu spéciale du Bon Coin. Et donc, on a utilisé cette fameuse roue de la fortune pour pouvoir collecter et puis attirer des nouvelles personnes. Alors, on avait beaucoup de personnes qui nous connaissaient déjà, puisque c'était au cœur du 11e, et le 11e, proche de la jardinerie et proche de l'atelier Bafroy, où on est très très souvent. Donc ça, c'était la toute première qu'on a faite, et celle qui a été assez intéressante, et pour le coup, c'était assez inédit. On a fait une roue de la fortune croisée avec Frichti, et ça a cartonné. On a même fait bugger Pongo, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait carrément Je me bugger Pongo. rappelle, malheureusement. Et ça a été un carton plein, parce que en fait, c'est ludique. Et à partir du moment où je pense, tu présentes quelque chose de fun et qui sort un peu des sentiers battus, ça plaît en fait. Et ça a hyper bien fonctionné, puisque donc cette roue de la fortune, on l'a partagée dans nos newsletters respectives. Donc on n'a pas la même forcément cible. Alors on doit avoir des personnes en commun forcément, mais ça nous a amené sur quelques jours, on a eu plus de 4000 participations, si je dis pas de bêtises, ce qui est énorme. Je pense que 4000 participants sur une roue de la fortune, c'est peut-être ce qu'on a actuellement avec nos retours de sondage, qui sont bien moins importants, entre guillemets, qu'une participation sur deux communautés qui fusionnent, en fait, au final. Carrément. Et c'est vraiment trop bien, parce que moi, je trouve ça vraiment chouette, parce que ça te donne un petit peu des idées, ça te donne plein de possibilités, en fait. Ouais, tu mutualises des audiences. Du coup, effectivement, sûrement que des fois les audiences se recoupent, mais des fois il y a sûrement des clients Frichti qui connaissaient pas Plante pour tous, ou qui n'étaient pas encore clients Plante pour tous, C'est ça. et à l'inverse. Et donc en fait, effectivement, ça n'apporte que du positif, et dans un contexte, effectivement, comme tu disais, où il faut trouver des manières de pas mettre tous les œufs dans le panier méta, c'est aussi une manière d'aller chercher un truc un peu innovant et original et un peu nouveau pour générer du trafic aussi, quoi, et de la notoriété. Bah ouais, c'est ça. Donc hyper intéressant. Vous en avez fait d'autres, ou vous envisagez d'en faire d'autres opérations de envisage co-marketing? d'en faire d'autres. Ah, mais tu ne peux pas en On parler. garde la surprise. Non, en vrai, c'était hyper intéressant, et au final, t'as pas de limite. Donc, c'est ça qui est trop chouette, c'est que même si tu reprends le même concept, il sera jamais utilisé de la même façon et de la même manière, et perçu de la même façon suivant les communautés. Donc, ça, c'est vraiment trop chouette. Donc, oui, on a prévu d'en faire d'autres. Donc, c'est que ça marche bien. c'est que ça marche plutôt pas mal. Continuons un petit peu à passer en revue tous ces différents sujets. Tu m'as parlé tout à l'heure d'influence. Comment ça se passe, l'influence chez Plante pour tous? Est-ce que c'est nouveau? Et Et c'est un grand sujet, l'influence. C'est un grand sujet, parce que l'influence aujourd'hui, je le considère comme un média à part entière. Et un média, tu passes, si tu veux de la visibilité, il faut que tu le payes, ce média. Mais c'est hyper intéressant, parce que tu peux toucher donc des communautés qui sont totalement différentes de la tienne. En revanche, c'est très compliqué de mesurer, en fait, la rentabilité de ta campagne, l'impact que ça a pu avoir. Donc on en fait relativement
peu au final de l'influence puisque ça coûte cher de manière générale et qu'on n'a pas forcément ce budget-là aujourd'hui. Mais on teste de temps en temps. Donc en règle générale, c'est des influenceurs qu'on va suivre de manière individuelle, soit les filles de la com, soit d'autres personnes au sein de Plan pour tous qui vont déménager. En règle générale, c'est plutôt notre filon, ça, les influenceurs qui emménagent et on leur propose en fait de venir nous rendre visite. Mais tu vois, encore une fois, le calcul de rentabilité et puis de retour, j'aime pas dire retour sur investissement, mais juste voir l'impact en fait que ça peut avoir sur leur communauté et la nôtre, c'est pas toujours évident de le mesurer. Donc on essaye de mettre des choses en place. Là, on vient de finaliser donc une opération avec une influenceuse et ça a plutôt bien fonctionné, on était contents. Et donc on a proposé un code promo si jamais les personnes qui avaient vu cette fameuse vidéo annonçaient qu'ils venaient de la part de cet influenceur. Et ça a plutôt bien fonctionné, mais l'influence, je pense que ça peut fonctionner si tu as de beaux budgets et si tu n'as pas peur de te lancer en fait. Mais je pense que pour une entreprise, des petites entreprises, je peux comprendre que ce soit difficile parce que c'est dur Ouais, de calculer le... le ROI. Ouais. Et tu penses que, parce que tu disais un code promo, mais ce code promo, vu que vous n'avez pas du coup de funnel en ligne, Mm. ça veut dire que c'était un code promo qui devait du coup être annoncé au vendeur et il devait du coup, le vendeur dit le code promo a été mis sur la caisse. C'est ça. Mais du coup, effectivement, je vois la complexité parce qu'en fait, finalement, on pourrait dire que si tu es une marque, tu as un site e-commerce, finalement, tu peux assez bien traquer le retour sur investissement parce que ton influenceur potentiellement partage un code promo, tu vois combien il y a eu de commandes avec ce code Mm. promo, ça va. Vous, ce qui est compliqué, c'est que du coup, voir le nombre de gens que ça a ramené en magasin, il y a plein de trucs qui se passent. Il faut que, du coup, ce code a bien été noté. Il y a Mm. aussi l'effort du client à dire ce code au vendeur. Et donc, effectivement, ouais, je comprends que c'est C'est beaucoup com- moins évident, quoi. c'est complexe. Après, on a la chance d'être ultra connecté aussi entre les équipes Ok. jardinerie, etc. Donc, quand ils ont des passages, on l'annonce au préalable. Voilà, vous allez certainement avoir des visites d'une communauté. Voilà, ils vont vous dire qu'ils viennent de l'influenceur en question et donc il faudra appliquer ce pourcentage-là. Et voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins évident en fait à traquer que sur Internet, enfin sur ton web où c'est beaucoup plus, c'est facile quoi, Ouais. c'est facile. Mais bon, on essaie de trouver des petites astuces, des alternatives, donc ça va. Ouais, c'est toute la problématique ça me semble incroyable à chaque fois, mais en même temps, c'est la réalité. C'est effectivement ces trucs-là qui sont finalement basiques, simples sur le e-commerce, tout devient bien plus compliqué quand en fait, du coup, ça repose Ouais. sur de la vente physique. Et c'est un effort pour glaner un point de contact avec chacune des personnes qui rentrent dans la vente éphémère ou non, Mm. dans la vente éphémère, vous avez sa data, mais c'est un effort d'aller chercher la data sur chaque personne qui rentre dans une jardinerie, même si vous avez Pongo et que ça vous aide. C'est un effort d'aller traquer le ROI des campagnes d'influence pour voir effectivement combien de chiffre d'affaires ça a Mm. généré. Et effectivement, ça doit être un challenge de tous les jours. Donc je peux comprendre quand Julien dit, enfin Julien et Léo disent, l'année 2023, c'est l'année de C'est la l'année data. de la data. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est hyper important et ils ont raison parce que c'est un peu le nerf de la guerre en fait, la data. Enfin, tu peux faire tellement de choses avec évidemment que c'est hyper important. Mais c'est vrai que, comme tu dis, quand on est sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ça demande, je pense, plus de gymnastique, de réfléchir peut-être un peu plus. Alors, on réfléchit, on essaie de bien réfléchir, mais c'est pas tous les jours facile. Mais ouais, on essaie de trouver des petites astuces. On teste en fait. C'est encore une fois, on teste plein de choses. Puis quand on comprend qu'il y a potentiellement, tu vois, un petit truc à aller pousser, on pousse un petit peu plus loin. Mais oui, il faut tout le temps en fait se réinventer. Avec en plus le sujet que, et c'est sûrement aussi pour ça que du coup Léo et Julien disaient l'année 2023 c'est l'année de la data, c'est que j'imagine que entre les codes qui sont donnés, qui sont entrés dans la caisse, entre la data qui vient du programme de fidélité, entre genre toute cette data-là,
la On n'a pas centraliser, mal. l'analyser, en sortir des insights, ça doit être aussi pas une mince affaire. Ouais, c'est complexe, surtout qu'on on essaye de le faire nous-mêmes. Alors après, pour tout ce qui est ads, sponsor, etc., notre agence le fait très bien et nous aiguille très bien. Mais c'est vrai que toutes les autres datas qu'on collecte, on essaye d'en tirer, enfin de faire parler les chiffres nous-mêmes en fait. Donc c'est pas toujours évident parce que c'est un métier déjà, Mm. c'est un métier. Et puis bah, il faut arriver à en sortir les bonnes choses en fait. Ouais, ouais. Et pas effectivement se tromper. Parce qu'on peut aussi faire dire un peu tout ce qu'on veut à la data si on l'analyse mal. Donc C'est ça. effectivement, il y a un vrai sujet là-dessus, Mm, quoi. mm, mm. J'aimerais on a passé, on a parlé de sponsors, on a parlé en plus de collègues de data sur les points de vente physiques, de co-marketing, d'influence. Est-ce qu'il y a d'autres manières aujourd'hui, enfin, est-ce qu'il y a d'autres choses dans le quotidien de toi et ton équipe qui vous prennent beaucoup de temps, de jus de Oh là là. cerveau? Oh là là, oui. Bah, là, en fait, la création de contenu, c'est pareil, en fait, c'est aussi le nerf de la guerre. Parce que comme je te disais, pour les événements, surtout, tu as ce besoin constamment de te renouveler. Parce que bah, à Bordeaux, on y est une fois par mois. Paris, on est plusieurs fois par mois dans différents arrondissements. Donc, en fait, tu dois toujours jauger en fait ce bon moment où tu ne vas pas fatiguer ta cible parce que bah en fait au final on est tout le temps sur les réseaux sociaux. Quand une vente se termine, peu de temps après tu en revois une autre pour une autre vente. Donc il faut arriver en fait à se renouveler, à essayer de catcher le bon filon en fait au final pour sortir un petit peu de ce qu'on peut voir. Et, euh, et en fait, cette réflexion de nouveaux contenus, plus la production, plus le montage derrière, plus, enfin, en fait, ça te prend un temps monstre. Et donc, du coup, bah, en fait, les journées sont trop courtes. Mais comment vous gérez ça justement? Parce que du coup, effectivement, création de plein de contenus, toujours différents, pour pas que j'ai l'impression, moi, à Bordeaux, de revoir toujours les mêmes trucs. Et donc, avec tout ce que ça implique, effectivement, de prod, montage, etc., vous passez par une agence. Comment vous gérez ça? Vous faites ça en interne? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on internalise tout. Ok. Donc, on a une grosse banque d'images, donc Plantes pour tous ou de vidéos, qu'on essaye justement de constamment travailler pour avoir tout le temps de nouvelles choses. Mais là où ça va être plus difficile pour nous, justement, ça va être bah, changer ces vidéos, bah, ce qu'on appelle nos vidéos reportages d'immersion dans les événements pour du faire venir. C'est plus compliqué parce que ça demande quand même du temps de se rendre sur les événements, de faire de la captation vidéo, ensuite de poser sa voix, de poser le texte, etc. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, je pense qu'on a un réel besoin et on y pense très sérieusement à se tourner vers des partenaires sur qui on peut compter, sur qui on peut leur confier en fait cette production de contenu pour nous dégager un peu de temps et qu'on puisse se focus sur d'autres sujets qui sont hyper importants aussi puisqu'en fait étant une petite équipe pardon, c'est hyper intéressant puisqu'au final bah, c'est la proximité encore chez Plante pour tous. On est proche de notre communauté, on est proche aussi au niveau de l'équipe. Mais c'est vrai que, bah, ouais, comme je te dis, les journées sont hyper courtes. Donc, ça demande encore une fois une organisation de folie, en fait. On y arrive Hmm. toujours. Mais c'est vrai que bah, il faut que tu aies le temps de réfléchir. Brainstormer, ça te demande quand même du temps. Ça te permet de dégager des idées, etc. Donc en fait, on se repose pas beaucoup, en fait. Et tu me disais, c'était intéressant, tu me disais, on est une petite équipe, ça demande une énergie folle et bah, le fait d'être toujours hyper véloce. Et tu me disais, heureusement aussi que du coup on a nos prestats, enfin nos agences, nos outils Mm. qui nous permettent d'absorber une Ouais, partie de cette charge et de nous aider, d'alléger un peu notre quotidien. c'est ça. Ça peut être peut-être intéressant pour ceux qui nous écoutent, les autres du coup responsables marketing qui nous écoutent, ou même les autres fondateurs, fondatrices de marques, de nous dire un petit peu bah, l'écosystème avec lequel vous travaillez, que ce soit agence, outils, pour peut-être donner des idées aussi aux autres. Bah, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on essaye toujours de trouver enfin, de discuter autour de nous auprès des personnes qui font le même métier que nous finalement. Et le partage de connaissances est hyper important puisqu'au final, en fait, la communication, moi j'estime qu'en fait,
ça change tout le temps, en fait, déjà, Mm. dans un premier temps. Et tu as encore une fois constamment ce besoin de t'adapter aux nouvelles tendances, aux nouveaux outils, les émergences. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Mais c'est vrai que moi, ça peut parfois me frustrer parce que j'aimerais pouvoir aller beaucoup plus loin, faire beaucoup plus et prendre le temps, en fait, de réfléchir et d'avancer. On essaye de prendre ce temps, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est pas Ouais. toujours évident. Donc, on essaye de trouver des partenaires sur qui pas se reposer, parce qu'au final, on travaille en fait conjointement, on cherche des partenaires, vraiment une extension en fait de l'équipe qui peut nous aider à trouver des nouvelles astuces, de nouveaux projets, des choses un peu waouh qui sortent du quotidien, parce que je pense que ça peut être pareil aussi pour toi. Parfois, tu as tellement la tête dans le guidon que Mm. tu as du mal en fait à réfléchir et à voir d'autres choses, mais finalement, c'est ça en fait la communication, et c'est ce que moi j'adore. La communication et le marketing, c'est tout le temps mouvant, c'est tout le Ouais. temps, et c'est trop bien. Et aujourd'hui, la stack d'outils et de partenaires du coup de Plantes pour tous, je crois qu'il y a StrideUp, c'est ça, sur l'agence. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu quels sont les partenaires, donc que ce soit agence et outils que vous utilisez aujourd'hui? Alors, agence, ce sera uniquement StrideUp aujourd'hui. On est en contact avec d'autres personnes pour pouvoir potentiellement travailler dans le futur pour d'autres projets. Après, les outils, moi, j'utilise Iconosquare pour pouvoir un petit peu suivre les chiffres de nos différents réseaux sociaux, voir là où on est bon, on est moins bon, là où il faut travailler, etc. Euh, Après, on va travailler, du coup, on a un nouvel outil de newsletter qui est assez performant aussi, puisque ça nous permet de voir si on est bon ou pas dans nos campagnes. Donc, c'est Klaviyo. Après, un autre outil, on en a beaucoup. Donc, là, je t'avoue que Il y a Shopify. il y a Shopify que Fanny gère très bien, qui a complètement refait le site. Il est vraiment canon. Elle a fait un très, très beau truc. Euh, on a donc Shopify, donc on a vous, Pongo. Eventbrite, je vais le considérer aussi comme un outil parce que finalement, on y est quotidiennement dessus et, euh, et on en fait aussi de belles choses. Enfin, c'est un canal de communication comme un autre au final, puisque j'envoie des emails, des messages, etc. Donc on a Eventbrite, on va avoir les réseaux sociaux aussi qu'on peut utiliser, enfin qui sont des outils à part entière. Après, tu as toute la sphère de la presse. Donc moi, j'ai un outil qui me permet de recenser toutes mes listes presse par ville, donc mes communiqués également. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ça fait Ça fait une belle l'acquisition liste. avec StrideUp, les workflow marketing avec Klaviyo, le programme de fidélité Mm. et la collecte de data offline avec Pongo. Iconosquare, l'outil pour les RP, Shopify pour le Ouais. site. Je trouve que C'est pas c'est mal. déjà pas Il mal, je faut pas trouve. avoir la tête de mes onglets sur mon ordinateur. Mais oui, oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. On essaye de trouver toujours des outils qui pourraient nous aider encore, tu vois, à optimiser notre gestion. On travaille avec Notion aujourd'hui, pour la gestion des projets entre les différents pôles, qui est hyper intéressant. Mais pour encore une fois grandir, on essaie de trouver des outils qui peuvent nous aider à gagner du temps et justement à réfléchir plus. C'est intéressant que tu parles de Notion parce que moi j'avais découvert un truc pour l'anecdote qui m'avait fasciné et je m'étais dit ils sont forts quand même. C'est du coup quand on a mis en place le programme de fidélité les points de vente physiques, il me semble que vous aviez un Notion qui traquait du coup le taux, enfin le pourcentage d'enrôlement, le nombre d'enrôlés dans le programme de feed en fonction de chaque point de vente, chaque vendeur et tout. Je me suis dit, ah ouais, ils sont allés jusqu'à rentrer dans cette granularité-là Ouais. pour essayer de suivre et de récompenser les vendeurs qui enrôlent dans le programme de fidélité. Je trouvais Ouais, ça ouf. ouais, ouais. On a, donc, après chaque campagne SMS, en fait, par week-end, je renseigne, en fait, le résultat, et ce qui nous permet de calculer le taux d'embasement par ville, par week-end, parce que ça te permet de voir un petit peu aussi s'il y a des zones, des périodes qui sont un peu plus fatiguées que d'autres, si ça marche un petit peu moins bien, et si ça marche un peu moins bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour dynamiser un peu la chose. Donc oui, oui, on calcule un peu tout.
On calcule un peu tout. Mais c'est Et cool. c'est pas mal. Bah, c'est cool, c'est plutôt pas mal, surtout pour une année 2023 de la data. Tout à fait, on C'est pas reste dans mal, le thème. on reste dans le thème, exactement. Je voudrais finir ce podcast, Yael, si tu me le permets, par parler un petit peu des marques qui t'inspirent. Toi, en tant que responsable maritime Plantes pour tous, quels sont, tu vois, qui sont les gens que tu regardes, les marques qui t'inspirent et qui te donnent des idées ou à qui t'aimerais ressembler, je sais pas. Euh, Alors, je me rappelle qu'on a déjà eu cette conversation et je t'avais dit à l'époque que la marque Respire m'inspirait beaucoup parce que je trouve qu'ils ont aussi bien catché la proximité entre leur communauté. Ils sont drôles, enfin, c'est hyper intéressant. Ils sont très transparents aussi sur la manière dont ils fonctionnent et on se reconnaît dedans puisque nous, on essaye d'être... on se veut être transparent sur nos engagements, nos plantes, la production, enfin tout en fait. C'est pas toujours facile, c'est pas un exercice toujours facile la transparence finalement. Et sinon, je t'avais cité également la marque du Bon Coin qui je trouve s'est réinventée et s'est modernisée depuis ces dernières années, mais qui a tout compris en fait. Et eux, pour le coup, ils utilisent la stratégie d'influence au max et c'est hyper intéressant parce que je trouve qu'ils ont tout compris et ils arrivent à mettre en avant toutes leurs catégories dans différents projets, différentes campagnes et qui est assez cool. Dernièrement, je peux te rajouter encore une marque Ah, puisque vas-y. là, donc prochainement, vous allez nous voir dans vos écrans. Enfin, dans nos écrans, on va faire notre première campagne publicitaire bientôt. Et on cherchait justement des marques qui nous inspiraient au niveau des publicités. Et Intermarché est plutôt pas mal aussi, hein. Ouais, très fort. Intermarché, Ils ont une super agence là-dessus. Ils sont vraiment. ah ouais, ils sont très 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 bons. Ils jouent dans l'émotionnel. Enfin, on se projette beaucoup et nous, c'est ça qu'on veut. Non, exactement, très fort Intermarché parce que chacune de leurs pubs est un mini court-métrage Ouais, où limite tu peux avoir les larmes aux yeux à la fin ou rigoler c'est ça. et ils ont réussi à mettre vraiment à mettre un coup de frais Ouais, sur leur image alors que on pourrait se dire bon c'est juste aller au supermarché et en fait ils ont réussi à créer ouais. une histoire autour de ça et moi je suis toujours hyper admiratif de leur pub. Ah ouais, non, elles sont très très bien faites. McDonald's et Burger King sont très drôles aussi dans leur Ouais. échange. Mais ouais, Intermarché, franchement, je pense qu'ils ont bien catché la chose sur jouer sur l'émotionnel constamment. Et puis, enfin, de pub en autre, en fait, ils touchent un public su- finalement assez large, mais assez restreint aussi à la fois. Donc, ils ont bien joué. Ils sont très forts. Très bien. Et ben écoute, je pense qu'on va finir là-dessus, mais je voulais rajouter un petit truc. C'est que tu te dis souvent que tu es assez friande de partager la connaissance, d'échanger avec des gens, de sonder. Donc, déjà, je sais pas si. Est-ce qu'il y a des endroits aujourd'hui. Comment d'ailleurs tu partages du coup t'échanges avec, je sais pas, d'autres marques ou avec d'autres gens pour. Est-ce qu'il y a t'as des espaces pour ça? Alors, je n'ai pas encore d'espace, mais tu me donnes une petite idée. Alors après, LinkedIn reste un très très bon réseau, je trouve. Je me documente beaucoup sur LinkedIn Ok. pour trouver de nouvelles idées. Sinon, par email toujours, hein, l'email, le bon vieux email. Mais non, principalement, ça va être LinkedIn et l'email où je vais échanger. Ouais. Et bah du coup, si vous voulez échanger avec Yael, vous pouvez du coup l'ajouter sur LinkedIn, Yael Avec Prête, c'est ça, plaisir. P-R-E-D-T-E. Pour l'email, je laisserai Yael donner son email sur LinkedIn. Et si vous voulez du coup découvrir tout l'univers de Plantes pour tous, si vous êtes à Paris, vous avez 2 jardineries, une à Bastille et une au Ah, canal Saint-Martin, si c'est je dis pas ça, de bêtises. République. Ouais. République. Vous avez aussi, si je dis pas de bêtises, depuis récemment, du coup, un site dans lequel vous faites des paniers anti-gaspi. Oui, Enfin, oui, oui, c'est qui est- tout ce nouveau qui et est- ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Donc moi, je vous invite à venir voir les 2 jardineries parce que c'est 2 univers complètement. Alors c'est des univers qui sont complémentaires, mais c'est pas la même vibe à l'intérieur. République, c'est vraiment notre jardinerie historique, on va l'appeler comme ça, même si elle est pas si vieille que ça au final. Et Bastille, elle est flambant neuve. Donc Ouais, c'est 2 univers au final, avec des je- atmosphères différentes plutôt. effectivement, je plus vois. Effectivement, les deux ont des atmosphères très différentes. Mais en vrai, alors, effectivement, il y a encore plus de choses à Bastille. Donc, mais parce que Ouais, c'est normal, c'est un peu plus grand. c'est un peu plus grand, c'est nouveau. Mais les deux sont top.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un dernier truc. Ah oui, si jamais, du coup, vous n'êtes pas à Paris, Plante pour tous est sûrement bientôt dans votre ville via Absolument. les ventes éphémères et pas qu'une fois, sûrement avec des ventes qui vont arriver plusieurs fois. Donc, vous pouvez suivre Plante pour tous sur les réseaux pour être tenu au courant des ventes. Est-ce Absolument. que j'ai bien dit les choses? Oh là là, t'es parfait. Incroyable. Merci beaucoup, Yael. Merci à Et toi. puis, à bientôt pour un nouvel épisode de l'Avant-Garde.